Donc là, me voici à Kimera, Nairobi. Donc ça c'est le plus grand hood d'Afrique, hein, le deuxième plus grand hood d'Afrique. Donc nous y voilà. On va parler du nouveau thème. Enfin le nouveau thème d'avant. Donc là, moi c'est Freddy Krueger. Hein. Tu vois, tu sais, les deux sujets qu'on dit qu'il faut éviter dans la vie, c'est de parler de politique et de religion. Mais moi, comme je suis Freddy Krueger, je parle que de ce qui dérange. Donc c'est de ça qu'on va parler. Tu sais, les gens, ils retiennent ils retiennent vraiment que ce qu'ils veulent d'un contenu. Tu sais, moi, j'ai un pote qui était là pendant la soirée dont j'ai parlé de la première vidéo. Donc en fait, la première vidéo que j'ai fait, je racontais que j'avais fait donc un dîner avec un pote, avec des potes, et on s'était un petit peu pris la tête. Mais bon, je ne vais pas revenir sur le sujet, ça c'est la première vidéo. Et donc du coup, ça m'a un peu inspiré à commencer à faire des vidéos pour YouTube. Et donc j'ai fait une vidéo que j'ai envoyée à plusieurs personnes. Et donc plusieurs personnes m'ont fait des retours, sauf comme prévu les personnes qui étaient concernées, les personnes qui étaient là le jour du dîner là. Donc du coup, il y a un pote, je lui ai dit ça, il me rappelle un peu plus tard, je lui ai dit mais là tu es là à me parler de tes conneries, mais tu m'as même pas fait de retour sur la vidéo. Et donc le retour sur la vidéo qu'il m'a fait, c'est ah, t'as provoqué tes amis. Bon, lui il avait rien compris à la vidéo je crois. Mais un truc qui était intéressant, c'est qu'il m'a dit ah mais donc là en fait toi t'es de l'extrême droite, tu votes Marine Le Pen et tout. Parce que dans la vidéo je dis que je suis d'accord avec certaines idées d'extrême droite en fait. Donc en fait il a dit ça sur le ton de la plaisanterie. Tu vois, c'est sur le ton de la plaisanterie parce qu'il m'a dit ouais non c'est de la plaisanterie. Mais tu sais c'est le genre de plaisanterie c'est le genre de plaisanterie où il y a quand même un petit message, une petite part de vérité, un petit truc que tu veux faire passer. Tu vois, c'est comme quand, par exemple, tu t'embrouilles, quand un raciste, tu vois, les racistes blancs, ils vont jamais dire ah, je t'aime pas, tu vois. Ils vont faire des petites blagues. Ils vont faire des petites blagues. Ah, t'es tellement noir, on te voit pas dans une chambre noire, on voit que t'es dans les trucs comme ça. Et dès que tu vas faire un reproche, on va dire ah mais c'est une blague, faut avoir le sens de l'humour. Donc c'est un peu ce genre-là de rester sans discuter avec ces personnes-là et loin surtout de la France. Ça me permet d'avoir une vision plus reculée de la France. Parce que quand t'es dans le truc, quand t'es tout le temps 24 heures sur 24 dans le même environnement et tout, tu te rends pas compte de comment ça tourne en fait autour de toi, vu que tu es dedans. C'est vraiment en étant loin que vraiment là j'ai commencé à avoir une autre opinion de comment je voyais les choses. Donc là, j'allais rentrer sur une question là. Donc là, la question que j'ai oublié de répondre lors de la première vidéo, c'est comment on devient de gauche. Parce que j'ai expliqué ce que je pense de la gauche et tout, mais j'ai pas expliqué comment j'ai fait pour moi devenir adhérer aux idées de gauche. Donc là, la première question c'est ça. C'est comment est-ce qu'on devient une personne de gauche. Donc pour ma part, hein, en fait c'est comme la religion, c'est comme ce que j'expliquais dans une autre vidéo, que ça dépend de ta situation géographique. Ça dépend de là où tu es né. Donc comme je suis né et j'ai grandi dans un endroit où voilà, ma famille a des idées de gauche, donc l'environnement, que ce soit les amis, les camarades à l'école, les trucs comme ça, tout ça c'est un environnement de gauche. Donc ça fait toute ma vision de la vie, elle est seulement basée sur ce côté-là en fait, Donc ce côté-là qui dit qu'il ne faut pas regarder vers la droite. Donc par exemple, tu vois, si un jour, donc dans cet environnement, si un jour par exemple, je vais découvrir un mec sur internet et je vais voir qu'il dit des choses qui sont intéressantes, des trucs sensés. Donc je vais partager ça à un ami. Je vais dire ah tu sais, t'as vu, je suis tombé sur l'interview de Jean-Jacques, je sais pas quoi, et il est en train de dire tel truc. Il va me dire ouais mais tu sais Jean-Jacques là, il est
il est d'extrême droite. Il était d'accord avec l'extrême droite il y a 5 ans. Il a dit une phrase que l'extrême droite approuvait ou un truc comme ça. Donc en fait, ça, c'est le truc qui fait que, vas-y, tu vas pas écouter à droite. Cet environnement de gauche fait que on t'enseigne qu'il faut pas écouter la droite, en fait. Tu vois, c'est que, en fait, ils sont victimes de la cancel culture, Tu vois, on dit que les racistes blancs, ils aiment pas les noirs, c'est parce que ils connaissent pas, en fait. Ils connaissent pas. Et en fait, je me suis rendu compte que sur la droite, pour l'extrême droite, c'est la même chose, en fait. Je suis pas en train de défendre, de dire que je vais être de ce côté-là. Je donne juste ce point de vue-là. Je donne juste ce point de vue. Les gens de gauche, ils ont peur de tout ce qui vient de droite, en fait. D'écouter ce qui vient de droite, de regarder ce qui vient de droite. C'est le F pour frontière, notre média. Frontière, c'est fasciste. Ah bon? Écoutez, Bah oui. Vous pouvez développer? Je dis que c'est fasciste, parce que être contre les frontières aujourd'hui et rejeter les immigrés, oui, mais je m'en fous. Vous pouvez éviter de faire de l'entrave à la liberté de la presse, monsieur, merci. Ça peut être puni par la loi. Non, mais la liberté de la presse, c'est aussi la liberté de dire ce qu'on veut. Et j'ai le droit d'appeler un mec de frontière fasciste. Vous n'avez simplement... Moi, tu sais, je peux pas dire que je suis d'accord avec l'extrême droite. En fait, pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas? C'est parce que je suis encore programmé par cette secte. C'est pour ça, je suis honnête avec vous. C'est parce que j'ai tellement été programmé par cette secte de la gauche que maintenant ça me semble péché, en fait. Ça me semble péché de dire que je suis d'accord avec des idées d'extrême droite, des trucs que je suis d'accord avec des trucs que Zemmour il a dit. J'ai l'impression ça semble diabolique. En fait, ils ont mis ça dans ma tête. Pourtant, même moi qui suis assez détaché de toutes ces conneries, je peux te dire que inconsciemment c'est en moi. Donc imagine quand tu sais pas que c'est en toi. T'as vu? Il y a des personnes avec qui tu peux pas avoir des conversations. Tu vas te battre, en fait, pour des opinions politiques. Dans ma conscience, comme si c'était un truc de fou d'accepter des idées d'extrême droite. Et c'est comme d'ailleurs Dieudonné, dans une de ses interviews que j'avais vues, où il explique exactement ça. Il disait que lui qui avait grandi dans cet environnement de gauche et tout, le jour où il a fait la rencontre avec Le Pen, il croyait qu'il allait rencontrer le diable. Il s'est dit, ah là c'est bon, je vais rencontrer le diable en personne. Et après, en discutant avec lui, il s'est rendu compte que c'est pas ce que les gens ils voulaient faire percevoir de lui. Jean-Marie Le Pen, mais c'est incroyable. Moi, j'ai grandi tout petit en me disant, c'est le mec-là, si tu le croises, il faut le tuer. Mais quand je l'ai rencontré, je me suis dit, mais putain, on est élevé, on est manipulé, et il faut être juste. Alors, c'est sûr, c'était peut-être pas l'homme, il a fait des erreurs, il a fait tout ça, mais qui n'a... Donc voilà, je comprends tout à fait ce point de vue-là, que le truc qu'il est en train de raconter. Et tu sais, par exemple, moi à l'époque, Jean-Luc Mélenchon, je le voyais comme un humanitaire, t'as vu? En fait, pourquoi je le voyais comme un humanitaire? C'est parce que il y avait des amis. En fait, j'étais un mouton. J'étais un mouton, comme tout le monde, comme beaucoup de gens. Sauf que moi, je peux te le dire là. Donc j'étais un mouton. Donc comme j'avais des amis qui aimaient bien Jean-Luc Mélenchon, je me suis dit peut-être que c'est lui le mec que le ghetto doit apprécier, en fait, vu que mes amis du ghetto, ils aiment lui. Lui, c'est celui qui dit les choses qui rassemblent les étrangers et tout. Donc c'est l'humanitaire, c'est lui le bon. Ça, c'était ma vision d'avant. Et maintenant, en fait, comment je vois le truc, c'est que je me dis, en fait, je me dis, si j'étais un blanc, je le verrais comme un gros vendu, un truc de fou. Et en tant que noir, je me dis qu'il nous prend pour des cons, en fait. Donc dans les deux cas, il est pas bon, en fait, le mec. Pourquoi je dis ça? Le mec, il va pas dire... En fait, il va adapter son discours par rapport au nombre d'électeurs qu'il peut avoir. Donc il sait que quand il parle de tel sujet, ça fait baisser sa cote. Quand il parle de ça, ça fait monter sa cote. Il a vu que, en fait, il a choisi sa cible, tu vois, c'est la niche. C'est la niche politique. Donc sa niche politique, lui, c'est les étrangers. C'est les étrangers, en gros. Donc en gros, il va dire aux gens, aux étrangers, ce qu'ils ont envie d'entendre, les caresser dans le sens du poil pour avoir des électeurs. Mais c'est juste caresser dans le sens du poil, en fait. Est-ce que vraiment il pense ce qu'il dit? Est-ce qu'il pense ce qu'il dit? Lui qui s'adapte tout le temps à son électeur. Que lui, il est dans la politique. Donc lui, ces histoires-là, je ne sais pas de quelle manière il est payé, mais ça lui paye d'avoir un grand électorat et tout. Donc directement, ce qui sort de sa bouche, ça augmente son salaire. C'est ça qu'il faut penser.
La Nouvelle-France est affirmée, et vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pas rien que ça soit à Saint-Denis. Vous avez vu les histoires que je me suis fait avec les réacs en leur disant « Ah bah oui, mais Saint-Denis, la basilique, pas moyen de la faire si vous aviez pas demandé aux musulmans comment on fait. » Ils sont tous mis à hurler. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Bah, pas de bol. Ils ont le faux de me dire que non, pas du tout. C'est les Goths qui ont inventé les arcs brisés. Mais ça va pas, les Goths, ils étaient juste capables de briser les arcs. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais c'est tout. Et non, le reste, la science, elle est venue, mais pourquoi, a priori, ça serait nul? Je veux dire, il a même bien fallu qu'il y en ait un jour un ou une qui se mette debout sur ses pattes, à l'autre bout du continent africain, pour qu'à la fin, ici, vous soyez en train de faire les malins, tout blanc, tout moche que vous êtes. Bon, alors, donc... Si j'essaye de un peu comprendre ce que demande la gauche, en général, je pense que dans le monde entier, c'est la même chose. C'est d'augmenter son pouvoir d'achat, même avec un salaire minimum. C'est-à-dire que... même avec un métier qui n'est pas un métier terrible, tu vois, les métiers qui payent les plus bas, que même avec cela, tu puisses avoir un pouvoir d'achat assez important pour pouvoir faire ce qui te plaît dans la vie. Mais ça, je pense que ça, c'est un truc qui est commun dans le monde entier. En fait, ça, c'est le monde entier qui est comme ça. T'as vu? Partout, c'est pareil. Tu vois? Donc, quand je dis partout, c'est pareil. C'est-à-dire, si je vais parler à des Thaïlandais, ils vont me dire... en Europe il y a plus d'argent, on a plus de chance en Europe. Quand je vais aller en Europe, ils vont me dire que c'est la merde, on va se barrer en Europe, il n'y a plus rien, on n'arrive pas à mettre d'argent de côté. Les Africains aussi, ils vont penser, en fait tout le temps, les gens ils vont penser que c'est toujours mieux ailleurs, à ce niveau-là. Et je pense pas qu'il y ait un pays qui existe où tu puisses avoir vraiment ce que ces personnes-là demandent, c'est-à-dire un grand pouvoir d'achat avec un salaire minimum. Peut-être l'Australie, je sais pas, j'en ai aucune idée. Le monde utopique que la gauche veut, tu vois, c'est un monde joli en fait. Hein. C'est clairement un monde joli, t'as vu, donc on va pas dire que c'est mal pensé et tout. C'est juste que dans ce monde joli, en fait, il y a aussi des gens qui n'ont pas une bonne mentalité. Il y a des gens, c'est des profiteurs, donc c'est pas tout le monde qui est joli. Donc tu mets un système où les gens, certaines personnes pourraient vouloir manger plus que les autres parce que les gens ils sont très individualistes et c'est pour ça qu'on a besoin de droiture, donc la droiture, droite. Donc moi ce que je sais de l'anglais c'est que right ça veut dire droite, donc tout ce qui est, voilà, la droiture c'est être à droit, voilà. Quand on dit en anglais un truc qui part en couille, on dit it goes left. Donc on sait que la gauche c'est souvent associé à de la maladroitesse et la droite à la justesse. Donc voilà, ça c'est pour le côté gauche-droite aussi. When I was an extremist Islamist, I would only vote left. Why is that? I saw them as very stupid. I would fear the conservatives because they come with principle. That's not someone they can brainwash. But the left, I know they have no values and no principles to begin with. I dare you to find one Islamic extremist that votes for Donald Trump. They'd give their vote to the leftist who wants to run around in pride parades. And Islamic extremists are against gays and homosexuals and transgenders, but they want the left to go and get busy with that. They want them, go speak about the climate, go speak about abortion, go kill yourselves, go do that. Tu vois, c'est comme mon pote par exemple là, il va sûrement faire une petite blague en disant ah mais tu vois tu parles beaucoup de la droite et tout, mais comme si lui son côté à eux il était mieux, la gauche. Donc la gauche LFI avec Mélenchon qui prend les gens pour des cons, les woke, les femmes qui se tentent en... Le problème c'est que on leur donne pas la chance de s'intégrer, donc voilà. Les gens qui font des danses pour taxer les riches, en fait c'est... Donc d'après eux, ça là, cet univers là, il est mieux, il est plus concret, il est plus terre à terre que celui dont je parle. Un parti politique qui existe juste pour dire que l'autre parti politique il est raciste. Des gens, il y a certaines personnes qui accusent d'autres personnes de racisme, qui leur font dire des mots qu'ils n'ont pas dit, comme dans une vidéo où une meuf elle dit ah mais tu l'as traité de singe et tout. J'ai vu toute la vidéo, à aucun moment le mec il a chuchoté le mot singe. Mais moi je te le dis. Parce que vous m'avez traité de nazi. Je lui dis t'es un petit nazillon. Ne touchez pas notre matériel s'il vous plaît. Laisse-le filmer. Vous ne touchez pas notre matériel monsieur. Non, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas. Non, ça.
Ça va pas se passer comme ça. Tu dégages, tu dégages. C'est illégal d'être raciste, c'est pas une opinion. Vous avez des preuves? Vous avez des preuves de mon racisme, madame? Est-ce que vous avez des preuves de vos allégations? C'est grave qu'il soit juste là, c'est très grave. On a une personne qui donc nous explique que nous devrions être en garde à vue uniquement pour notre présence ici à Saint-Denis. Madame, vous parlez du racisme. Est-ce que vous allez évoquer le racisme anti-blanc? Monsieur, vous venez à l'instant de traiter de singe ce monsieur. Je viens de faire ça? Oui, tu l'as fait. Il y a 5 minutes. Tu l'as fait. Il y a 5 minutes. Donc effectivement. C'est une plaisanterie. Mais vous êtes dingue, madame. Où est-ce que vous avez entendu ce propos? Mais ça c'est la gauche. Ça c'est la gauche, ça c'est un truc de gauchiste. Le truc qui fait que j'arrive à mieux comprendre la gauche, c'est que maintenant j'ai pu ouvrir mes yeux sur ce que c'est la droite. En fait, c'est seulement ça qui a fait que j'ai pu comprendre qu'est-ce que c'est la gauche ou la droite. T'imagines ou pas, dans l'ignorance dans laquelle j'étais. Je ne savais pas ce qu'était la gauche ni la droite parce que j'avais jamais écouté la droite. Donc en écoutant ce que c'est la droite, j'ai pu comprendre ce que c'est la gauche. Et d'après ce que j'ai compris, en gros, avec mes mots à moi, tu vois, c'est que c'est un parti idiot, un parti vide. C'est un parti, enfin, pour certains, je vais pas dire que c'est un parti vide pour la totalité des personnes, mais pour beaucoup de gens que je connais par exemple, et donc quand je dis des gens que je connais, c'est-à-dire peut-être que c'est la majorité des gens, même que je connais pas, qui ont cette même mentalité. Tu vois, toutes ces personnes qui vont te dire je m'y connais pas en politique, je regarde pas, je calcule pas, mais je suis pour la gauche. Voilà, ces gens-là dont je parle. Ok. T'as un copain qui dit ni Zemmour. Pourquoi Zemmour? Parce que c'est un raciste. Il veut lui parler, il veut que nous virer et tout. Pourquoi? Tu l'as entendu dire ça à la télé? Ouais, moi je regarde pas trop, moi je connais pas trop ça et tout là. Mais c'est... Moi on m'a dit, faut pas être de ce côté à lui là. Je regarde un peu même sur les réseaux sociaux et tout, faut pas. Voilà. Donc, c'est un parti vide. C'est-à-dire, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de nous on veut ça, nous on va faire ça, on va améliorer ceci, cela. Le seul truc c'est exister pour dire les autres c'est des racistes. Donc en fait c'est comme si ce parti-là, il existe pour censurer un autre parti, en gros. Donc peut-être, tu vois, c'est comme aux États-Unis, avec les démocrates, les républicains. Il y avait un moment, je crois que c'était les républicains ont qualifié ça d'un parti raciste, alors qu'après, au final, c'est Barack Obama qui a représenté ça à la fin. Tu vois, c'est qu'avec le contexte et les époques, ça change. Donc là, je ne sais pas si c'est un switch comme ça qui est en train de se passer, mais j'ai l'impression que la gauche, là, elle veut plus rien dire. Tu sais, c'est comme le féminisme, en fait. C'est comme le féminisme, les femmes qui se battent, ah, on veut les droits, on veut les droits, on veut les droits. À l'époque, il y avait du sens à cette bataille. Mais maintenant, celles qui font ça maintenant, c'est pour dire quoi? Bah oui, il y a des inégalités. Il y en a plein, je sais pas. Donne un petit exemple, tu vois, un truc qui dérange beaucoup maintenant là. Quelque chose que les hommes peuvent faire et pas les femmes. Ou il y en a pas, ça. Je sais pas, il y en a tellement, j'en sais. Enfin. Allez, pioche-en un. Il y en a plein, pioche-en un. Bah le travail, moi par exemple je suis dans le monde de l'art donc il y a beaucoup plus de place pour les hommes et quand t'es une meuf, même dans l'industrie de la musique et tout, bah, il faut toujours qu'il y ait une meuf et tous les autres... Enfin je sais pas... J'ai pas compris là, j'ai pas compris. Non mais je sais pas comme ça, il y en a tellement... Je sais pas quoi dire. Un seul? Out here protesting. Oh, we're out here protesting women's rights right now. Women's rights. Okay, so what about women's rights? Rights, like women's rights to like. I don't even know what to say. Hold on. No, I do this. You don't know what you're protesting? I do know what I'm protesting, but okay, so tell me. Women's rights, like the right to vote and stuff, like the right to have like rights. Would you say you don't have the right to vote? We do. Thank you. You do. Okay. All right. So what next? Like, oh no, hold on. Right. So like, if you don't know what you're like protesting, would you say it's like you wouldn't have to be out here? Yeah, but might as well come out here for sport. J'ai l'impression que c'est la même chose avec la gauche. Donc à l'époque, tu vois, dans les années 60, quand ils disaient encore les basanés, les bognoules, les je sais pas quoi, les bambous là, peut-être que là il y avait besoin de cette résistance antiraciste.
Donc là, ça avait du sens. Là, ça avait du sens de mettre de la pression. Mais là, maintenant, on en est comme au niveau même des, comme les féministes. C'est-à-dire, il y a une révolution, on dit ah les racistes, mais on les voit nulle part. C'est un truc de ouf. T'es à Paris, les gens disent ah c'est un pays de racistes, ah, les blancs c'est des racistes. Tu dis ah oui c'est vrai. Ils sont où les blancs? Il n'y en a aucun. En fait c'est n'importe quoi. Donc voilà, moi je dis pas qu'il n'y a pas de censure à droite, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de décrire la censure de gauche. Je suis en train de décrire pourquoi eux ils sont là juste pour la censure. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de censure à droite. Mais ce que j'ajoute là-dessus, c'est que je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. J'aime bien parler de ce que je connais et de ce que je connais, ce que je vois. Et ça, j'ai pas vu. Il suffit juste que tu me montres pour que je vois à quoi ça ressemble et que je comprenne. Moi, j'ai pas vu. Par contre, la censure de gauche, elle est omniprésente. Omniprésente. Elle est là à chaque vidéo que je regarde. C'est un truc de ouf. Chaque vidéo que je regarde. C'est les islamophobes et les fascistes de frontières. Ça dit combien il y a de viols sur enfants? J'ai pas le droit d'être ici, de poser des questions. Assume ton racisme. Donc je peux pas venir ici. À la limite, assume ton racisme, je te serre la main. Vous ne répondez pas sur la victoire de Bali Bagayoko? Je comprends rien de ce qu'elle dit, on dirait qu'elle est complètement shootée. Tu sais, par exemple, quand les médias, là, tu les vois dans la cité, en train de discuter avec des mecs du quartier. Déjà, il y a une chose, à la base, moi, je voulais pas regarder les médias de droite parce que je voulais pas être influencé par ça. Même pour la vidéo, là, je voulais pas comment dire? Je voulais pas qu'on me dise que les médias de droite m'influencent d'une manière ou d'une autre. Mais en regardant la vidéo là, donc là il y a une vidéo que je partage beaucoup dans cette vidéo là, il y a beaucoup d'extraits de la même vidéo que je partage, donc qui concerne donc des journalistes qui sont allés à la mairie à Saint-Denis après la victoire du maire Bali Bagayoko, et je me rends compte que non, il n'y a personne qui peut dire ah mais regarde les gens qui l'interviewent, ah mais regarde qui choisit. Non. Ça c'est des gens lambda qu'on rencontre n'importe où. J'ai vu comment ils ont fait leur truc. Ils sont allés dans une ville, ils vont à la gare de Saint-Denis. Ils vont à la gare de Saint-Denis et ils arrêtent là à la gare, ils demandent à n'importe qui, vas-y, tiens, prends le micro, pose tes questions. Ensuite, juste après, t'as les potes du mec, t'as les je sais pas quoi qui viennent. Donc ça c'est des gens qui sont à la gare. Donc faut pas dire oh mais regarde les gens à qui. Non, respecte ces gens-là. C'est des gens lambda normaux. Donc en fait ces médias ils parlent au peuple. Ils parlent au peuple, ils parlent à des gens qu'on peut rencontrer. Si je vais à la gare de Saint-Denis, je peux rencontrer les gens qui l'ont interviewé. La gare de Saint-Denis, c'est pas sur Mars, c'est Saint-Denis, c'est la France, c'est normal. Retour sur le terrain pour un nouveau magazine, Bali Bagayoko. Un reportage là sur la gare, on s'interrogeait, est-ce qu'il y a de la vente à la sauvette ici? Non, je rigole, oui. Il y a des vendeurs là ici? Non. Le quartier de la gare ici, il était dangereux avant? Avant peut-être, mais pas. En fait, c'est pas dangereux, c'est juste que. Non, c'est pas dangereux. Monsieur, il dit oui. Après, attendez, je vais. Vous dites c'était dangereux, hein. Qu'il y avait des gens avec des couteaux quand même. C'est comme Porte de la Chapelle, il y a comme partout. Joseph, enfin, est-ce que tu considères que la France est un pays raciste ou... Bonjour monsieur les journalistes. Vous êtes quelle chaîne de télé? Livre Noir, c'est une chaîne YouTube. Vous connaissez Arthur? Arthur. Nous, on a 135 000 abonnés, nous, sur YouTube. Vous connaissez Arthur? Moi, je connais pas Arthur. Non, je connais pas Arthur, malheureusement. Mais on va le suivre. On va le suivre. Vous allez le suivre? Eh oui. C'est l'un des plus gros trafiquants dans le Nez-sous-Bois. Et tu vois, tu sais, quand je m'imagine parler au milieu de ces gens-là, en fait, je me dis que c'est impossible en fait de changer de direction. Comment est-ce que je peux exprimer les opinions que j'ai là maintenant? Imagine-moi au milieu de ces gens-là. T'as vu? Là, je parle pas de. Là, si c'est avec une personne, tu prends une de ces personnes-là, ça va t'as vu, des discussions bateau, ça peut monter le ton. Mais imagine-moi tout seul. Moi tout seul, et on est 15 entre potes, ça rigole et tout avec eux, et après d'un coup on discute de pareil de politique et moi je donne mon point de vue. Mais je vais me faire mêler. C'est pour ça que c'est impossible de changer de bord. C'est impossible de changer de mentalité. C'est impossible de penser différemment. Quand t'es né dans ce truc-là, faut vraiment être un libre penseur, faut vraiment avoir un cerveau fort pour pouvoir se déprogrammer des gens en fait. Zemmour, lui couper la tête. Un fils de pute de Zemmour, oh là tu vas voir. C'est un raciste. C'est la guerre Éric Zemmour avec nous. On va te niquer ta mère. Donc parce que si je dois te parler de la mentalité des gens de gauche. Donc là je reviens encore au dîner que j'avais eu avec mes amis là. Donc
un petit passage que j'ai eu en France. On s'est posé dans un restaurant chinois à Bonneuil. Le buffet chinois de Bonneuil. Et là-bas, on a fait une petite guerre en mangeant, en discutant. On s'est un peu boxé, on a un peu boxé avec les mots. Là, qu'est-ce qui s'est passé ce soir là? Parce qu'il faut se remémorer en fait, tu vois, de faire une longue vidéo. Donc là, on a eu le discours de la boxe. Donc avec Zimbab qui est là. Yeah man. Donc là, Mamadou qui est là. Miran qui est là. Donc là, on a eu un discours musclé. Et en fait, je voulais juste dégager un peu la haine que j'avais en France. Du coup, on a boxé avec les mots. Et j'ai dit ce que je pensais. Et en fait, ça a fait exactement ce que je dis toujours que la France est. Donc en fait, c'est un pays où on ne te laisse pas parler. Là où en fait, c'est la gauche. C'est exactement la représentation de la gauche que j'ai depuis que j'ai compris un peu plus la politique. C'est exactement ça. Ça a été une représentation de ça. 3 fois durant le débat qu'on a eu, on m'a dit viens on sort, on va se battre, viens on sort, on va se battre. 3 fois. Donc la première fois avec Zimbab, la deuxième fois, mais avec Zimbab c'était pour une autre chose, mais il voulait se battre avec moi. La deuxième fois c'était avec Mayowa, donc je ne sais plus c'était quoi le sujet, donc il voulait se battre avec moi. Et donc là la troisième fois c'était lorsque j'avais un... Donc ils m'ont posé des questions sur mes opinions religieuses. J'ai senti déjà que ça allait commencer à être déjà un peu tendu. Donc du coup, j'ai préféré changer de sujet parce que j'ai senti que là déjà, en plus on est en période de Ramadan. Donc du coup, je me suis dit, je ne vais pas donner mon opinion sur le sujet. On va changer de sujet. Donc ils ont voulu parler plus de politique. Donc du coup, on est allé sur le sujet de la politique. Et au moment où il m'a demandé, je lui ai expliqué que maintenant mon opinion politique, elle avait un peu changé. Donc du coup, depuis, donc je lui ai dit que depuis que j'ai voyagé, mon opinion politique, elle avait changé. J'ai l'impression de voir la France autrement. Et en me demandant comment, de quelle manière mon opinion avait changé, sans que je puisse vraiment lui répondre, il a commencé à péter un câble aussi et me dire qu'il voulait se battre avec moi, etc. Donc, sans que je puisse lui répondre, sans que je puisse lui donner mon opinion politique. Donc là, tu sais, il y a un moment dans cette soirée-là, on avait fait un petit tour de table. Et j'avais demandé, moi j'expliquais aux gens, le truc que je déteste le plus dans la vie, que moi perso je déteste, c'est quand on me coupe la parole. J'aime pas la censure, j'aime pas quand on me coupe la parole au moment où il y a... où il y a des explications que je dois donner. Par exemple, on est en train d'argumenter sur quelque chose et qu'on m'empêche de parler à ce moment-là. Et comme je te dis, s'il y a bien un truc que je déteste le plus au monde, là, c'est ça. C'est quand je veux m'expliquer sur un truc et... Pas qu'on me coupe la parole, qu'on m'empêche de parler. Je dis ça, c'est le truc qui me rend ouf, en fait, dans la vie. Et je demande à chacun d'entre eux, je demande, et toi, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans la vie? Il y en a un, il a dit, moi, ce que je déteste le plus dans la vie, c'est les injustices. Donc à partir du moment où lui il a dit ça, non en fait c'est le deuxième qui m'a dit ça. À partir du moment où il m'a dit ça, les 3 ou 4 autres ils ont dit la même chose. Moi ce que je déteste le plus c'est les injustices. Donc en fait c'est ça que je vais montrer avec ces gens-là. C'est que, donc t'imagines, on est 6 mecs, hein, 6 bonhommes, hein, 6 bonhommes. Moi je donne une raison, je dis moi c'est ça que je déteste le plus dans la vie. Un autre il dit moi c'est ça que je déteste le plus dans la vie. L'autre il dit je déteste les injustices, les autres ils ont suivi. Donc en fait c'est ça le truc avec la gauche, c'est que eux ils suivent un script. Ils suivent ce script, ce truc là de nous on est là pour fixer les injustices, etc. Regarde, moi je vais te parler de ce pote là qui m'a dit j'aime pas les injustices. En fait il avait supposé que j'allais commencer à dire des choses sur lui. Donc on s'était un peu pris la tête sur pendant le dîner. À un moment il s'est levé, il m'a jeté un verre d'eau. En fait il faut bien comprendre le truc. C'est que tu as vu, moi j'essayais pas je voulais pas que ça s'envenime avec eux. Pas bon frère, mais bien, tu m'as compris Zimbab, t'as compris que j'ai fait exprès ou pas? Mais depuis tout à l'heure je t'ai dit ça, bien sûr j'ai fait exprès. Non, je veux voir comment est-ce que je peux parler avec mes amis? Est-ce que je peux dire mes opinions? Est-ce que je peux parler de ça? Je peux parler de rien, c'est soit bagarre, soit rien. Donc en fait, j'ai mis 5 ans de débat en une soirée. Parce que je sais que ici, en vivant comme ça, en étant fait qu'en étant moi-même, quand je vais parler de ça, ouais mais vas-y, t'abuses, hein, non, vas-y, on se tape devant. Ah la vie est faite, on se revoit. Mais en fait, je suis jamais d'accord avec toi.
Je me rends compte, mais putain, c'est mon pote, mais je suis jamais. Tu comprends ou pas? On est sorti, on a discuté un peu avec tout le monde. Et il a dit ouais non c'est vrai, j'ai supposé que tu allais dire ça, mais bon c'est vrai, te jeter de l'eau sur le visage ça m'a fait du bien. Donc au final, faire son. Tu vois, c'est parce que c'est injuste en fait, il a supposé quelque chose qui n'était pas vrai et il a dit que ça lui a fait du bien d'avoir ce comportement injuste. Et après, juste après, il a encore eu un comportement injuste, lui qui dit qu'il n'aime pas les injustices, au moment où il avait présupposé que j'étais sûrement un facho parce que j'étais en train de dire que mes idées de politique, elles avaient changé. Donc ces personnes-là qui disent qu'ils sont injustes. Donc là, moi, venez dire que je suis un facho. Venez, trouvez-moi un gars qui va me dire que je suis un bounty, que je suis un facho, moi. Trouvez-moi une personne qui aura le courage de me dire ça. Je connais que des noirs. Quand je dis les Français, je ne parle pas des blancs, etc. Tu vois, je ne parle pas des blancs, des Français, etc. Je parle de... La seule chose que je peux parler, c'est des gens que je connais. Et je ne connais pas de blancs. Même regarde tout mon répertoire. Citez-moi un blanc qui est ami avec moi. Qui a été, à part Marc, qui est au collège. Et Thomas Kudra, qui était mon pote avant. Citez-moi. Je ne connais pas de blanc. On peut pas dire... Si, il y avait un blanc dans ton école à Michelet, là. Marc, c'est pour ça que je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit, à part Marc et Thomas Kudra, citez-moi un blanc. Il n'y en a pas. Donc je ne connais pas de blanc. Donc moi, je suis la dernière personne que tu peux dire je suis un bounty. On n'a pas dit ça. Non, déjà, pour poser le truc, tu vas me dire ou pas? Toutes mes ex, c'est que des noirs, que des noirs quasiment. Regarde où je suis. Là, je suis en Afrique. J'ai vécu en Afrique plusieurs fois pendant des années. Et trouve quelqu'un qui va dire que moi, je suis un bounty, je sais pas quoi. Trouve une personne. Donc là, en fait, c'est quoi le truc? C'est que si j'étais blanc, en fait, les gens, ils ont commencé à dire « Ah, c'est un facho et tout ». Là, maintenant, essaye de dire « Moi, là, je suis un bounty ». Eux, un argument valable pour ne te censurer, c'est « Non, je suis pas d'accord avec ce que tu commences à dire. Là, ce que tu commences à dire, je suis pas d'accord avec toi, donc je peux pas te laisser parler ». Donc, en fait, eux, ils disent ça parce qu'ils se sentent confortables dans leurs mensonges. C'est des gens qui veulent pas apprendre. T'as vu? Moi, perso, quand j'ai tort, j'aime bien, je dis je sais pas, et quand je dis je sais pas, je le fais avec fierté. Je le fais avec fierté parce que je sais que je vais apprendre quelque chose de nouveau. Et j'aime bien aussi le fait de montrer que je suis un humain qui essaie pas de faire le mec qui connaît toute la science de toute la vie. J'approuve facilement quand je connais pas des choses. Mais eux en fait c'est des gens qui pourraient même carrément, enfin ils le font souvent, ils pourraient même mentir, donc c'est-à-dire inventer des faux arguments juste pour, t'as vu, dire que voilà, sur ce débat-là, j'ai eu le dernier mot sur ce débat-là. Donc en fait c'est pas des gens qui aiment apprendre, c'est juste des gens qui veulent avoir le dernier mot en fait. Ils veulent juste pouvoir bien dormir quand ils vont être chez eux, même s'ils savent que ils ont terminé le débat sur un mensonge. Donc moi tu sais, moi il y a un pote qui m'a dit que je suis un vendu. Et après, quand je l'ai repris, il m'a dit encore, tu sais, c'est toujours sur le ton de la rigolade après. Hein. Donc, genre, je suis un vendu parce que moi, je parle mal des Congolais, je parle mal de mon peuple. Parce que moi, je suis moitié Congolais. Je suis moitié Congolais, moitié Irakien. Donc, eux, d'après lui, comme je suis moitié Congolais, donc je ne dois pas avoir de mauvaises opinions des Congolais. Et pour moi, ça n'a pas de sens. T'as vu? Moi, justement, tu sais, j'ai ce privilège-là de pouvoir parler. Parce que je suis noir, je suis arabe. J'ai grandi dans un pays blanc. Je peux parler mal de tout le monde. Je peux parler mal de qui je veux. Je suis plus proche de la France que je le suis du Congo. Déjà parce que je suis né là-bas, parce que j'ai la carte d'identité française, passeport français et tout. Mais aussi quand je vais au Congo, c'est eux qui me font ils me font rappeler tout le temps que je suis un étranger. Eux, ils me le font rappeler tout le temps. Par rapport à la couleur de peau, eux, ils me disent même pas que je suis un métis. Ils disent que je suis un blanc. Quand je suis là-bas, ils me disent que je suis blanc. Je suis un Mundélé. C'est ça, ils disent, je suis un Mundélé. Donc ça, je sais que pour beaucoup de gens en Europe, c'est incroyable. Ils vont peut-être pas me croire quand je leur dis ça. Mais pour les Congolais, demande-leur aux Congolais, lui c'est un quoi? Ils vont dire, je suis un Mundélé. J'ai montré une photo de Emmanuel Macron à une personne. J'ai dit, regarde, lui c'est un blanc. Est-ce que moi je suis comme lui? Il m'a dit, vous êtes pareil, vous êtes comme des frères. Et ça, c'est au Congo qu'on m'a dit ça. Au Congo.
Une fois, il y avait des policiers qui m'avaient arrêté à la frontière de l'Angola pour m'embêter, pour casser les couilles. Et donc, ils voulaient savoir mon identité. Je leur montre mon passeport congolais. Ils me disent, ah mais comment t'as fait pour avoir le passeport, etc. Toi, t'es pas congolais. Il est quoi ton père? Je dis, mon père, il est irakien. Ah bah alors, ben, t'es pas congolais vu que ton père, il est irakien. C'est le patriarcat. C'est ça qu'ils m'ont sorti. Donc, on me rejette carrément. On rejette mon identité congolaise quand je suis au Congo. En France, on m'a jamais fait ça. Un truc, c'est que je suis pas anti-raciste. Moi, je pense que le racisme, ça devrait pas être un crime. Pourquoi ça devrait pas être un crime? Parce que je suis pas obligé d'aimer n'importe qui. Je suis pas obligé d'aimer tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui est obligé de m'aimer. Donc quoi? Donc parce que un blanc il m'aime pas parce que je suis noir, donc je dois faire la guerre, je dois militer pour ça. Je m'en bats les couilles. Je trouve que ça n'a pas de sens. On peut pas m'inculper pour des idées, pour des idées que je pense. Les actions, les actes, ça compte. Là, je commence à agresser des gens parce que je les aime pas à cause de leur couleur de peau. Là, ok, c'est un crime. Mais parce que tu penses tel truc, t'aimes pas telle origine, parce que tu penses qu'ils foutent la merde ou parce que tu penses que tel truc, reste dans ton coin. Je vois pas pourquoi ça devrait être un crime. Je vois pas pourquoi je devrais combattre ces choses-là. Les gens, ils ont pas besoin de m'aimer. J'ai pas besoin qu'ils m'aiment. J'ai pas besoin de les aimer. J'ai pas besoin d'être aimé de tout le monde. C'est quelle histoire? Ils ont pas besoin de m'aimer. Juste qu'ils me touchent pas, c'est tout. Tant qu'il n'y a pas de problème, on ne s'attaque pas physiquement, on ne s'attaque pas verbalement, il n'y a pas de problème. Je trouve que le combat contre le racisme, c'est un combat vain. C'est un truc qui s'arrêtera jamais en fait. Comment tu vas arrêter le racisme? Il y en a, ils ne sont pas encore nés, ils vont être racistes. Il y en a, ils ne sont pas encore nés, c'est même pas encore des spermatozoïdes. Dans un siècle, ils seront racistes. Comment tu vas combattre ça? Et ils sont là à faire des rassemblements contre le racisme et tout. Ils sont là à faire des rassemblements contre le racisme. Et le rassemblement contre le racisme, il n'y a que des drapeaux de Gaza, tu comprends pas en fait, il est où le rapport? Eux qui disent là, ouais, la France c'est un pays de racistes, etc. C'est des racistes. Ils sont victimes de racisme. Moi j'aimerais bien qu'ils m'expliquent à quel niveau. C'est quoi le dernier acte raciste qu'ils ont subi? Eux peut-être qu'ils subissent le racisme, moi je sais pas. Moi je subis pas le racisme en tout cas. Il n'y a personne qui... Je marche dans la rue, il me dit oh le bambou là, le singe. Un mec il va parler comme ça, il va se manger une golden. Donc eux peut-être ça leur arrive des trucs comme ça. Moi il n'y a personne qui me fait des histoires de racistes en tout cas. Pays sur terre, on trouve les gens les plus racistes. Bah la France en vrai. Hein. En France? Ouais. C'est super mignon. Pour moi, une personne qui ose dire ça, c'est quelqu'un qui n'a vraiment jamais voyagé. La France est un des pays les moins racistes sur Terre. En Algérie, 34 000 migrants ont été rejetés dans le désert. En Tunisie, on a des rafles pour choper les migrants et les parquer dans des centres à l'extérieur des villes. Ça, c'est la liste des pays où on peut retrouver des populations pygmées. Les gens de la forêt, on appelle ça des batois selon les tribus. Et ça, c'est la liste des pays qui persécutent des populations pygmées. Au Soudan, il y a quand même un racisme officiel arabe versus noir, on en est à plusieurs milliers de morts. Ceux qui vont traverser l'Afrique en 4x4, je vous préviens, en Afrique, eh ben parce que vous n'êtes pas un local, vous allez tout payer plus cher. Un Sénégalais, quand il va en France, il paye pas plus cher son pot de yaourt. Au Nigeria, les chrétiens se font massacrer parce qu'ils sont chrétiens. Et puis les chrétiens au Moyen-Orient aussi se font massacrer parce qu'ils sont chrétiens. Quand tu vas en Inde, l'islamophobie, elle est à son comble, les musulmans se font massacrer. Et d'ailleurs, le président Narendra Modi a qualifié les musulmans d'infiltrés qui nuisent au pays. La Chine qui a du coup le problème des Ouïghours. Et juste en face de la Chine, il y a le Japon, dont la présidente a dit « Je préférerais que la population japonaise baisse plutôt que d'avoir une immigration de masse. » Vous allez au Danemark, maintenant on a quand même fait passer la ghetto-lo, je vous invite à voir ce que c'est. Alors bien sûr, tu trouveras toujours un racelard pour t'appeler Couscous alors que ton prénom est Karim, mais c'est pas pour autant que le pays est raciste dans sa globalité. D'ailleurs, on n'a pas de loi raciste, et jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que les étrangers en France vivent la peur au ventre quand ils marchent dans la rue. Parce que sinon, d'ailleurs, ils viendraient. Donc je vois pas pourquoi moi je devrais aller combattre ça. Il y en a... Certains, ils en font le combat de toute leur vie. Pour eux, c'est le combat de leur vie, c'est le combat contre le racisme. Et je vais dire une chose, tu vois, le racisme, je pense que c'est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense, c'est comme la peur. Et je vais même aller plus loin. Les peuples qui n'ont pas été racistes, ceux qui ont accueilli les étrangers à bras ouverts, qui ont offert de l'or, des choses comme ça, comme les Aztèques, ils ont tous été bousillés. Ils ont tous été anéantis. Tous ceux qui n'ont pas été racistes. Donc que ce soit en Afrique, les Aztèques, les Incas, les aborigènes en Océanie, voilà, soit massacrés, soit réduits à l'esclavage. Souvent en fait, quand on parle de racisme, on parle du racisme du blanc contre le noir. En fait, je vois pas d'autres formes de racisme que les gens y parlent. Alors que perso, moi je parle de ma vie à moi.
Je suis pas en train de suivre le script que les gens y font. Je parle de ma vie à moi, de ce que je me rappelle depuis mes souvenirs de mon enfance à maintenant. J'ai eu peut-être les seuls petits trucs racistes que j'ai eu dans ma vie, c'était des blagues, des genres de blagues, où, tu vois, le genre de blague, comme j'ai dit tout à l'heure, ah, on te voit pas dans le noir, etc., on voit que t'es dans ce genre de choses, où il faut avoir le sens de l'humour. Ça, c'est ce que j'ai eu de la part des Blancs, mais le vrai racisme que j'ai vu, qui était plus violent, pour moi, il était de la part des Arabes. Ça a commencé au collège. Donc déjà, au collège, c'est là où j'ai commencé à comprendre le racisme, quand je suis arrivé au collège. Au collège, là, il y a eu une séparation. Les Noirs, ils ont commencé à traîner avec les Noirs. Les Arabes, ils ont traîné avec les Arabes. Il y avait même pendant une année, là, la tension, elle était tellement haute entre les Noirs et les Arabes qu'il y a eu une bagarre pendant une semaine. Tous les Arabes et tous les Noirs, ils faisaient que de se battre dans le collège, spécialement un ou deux jours. Ça s'est passé sur 1 ou 2 jours spécialement, des règlements de compte. Donc les histoires de les carlouches, vous êtes des singes, vous êtes des esclaves, des trucs comme ça. J'ai pas entendu un blanc me dire des choses comme ça. Dans ma vie à moi, j'ai plutôt eu ce genre de réflexion de la part d'Arabes de quartier qui parlent comme Bassem. Comme Bassem il parlait à l'époque. Là, même Bassem, tu vois, j'ai l'impression que depuis qu'il s'est fait cogner par l'autre rappeur, il s'est beaucoup calmé parce que ce qui m'a surpris, c'est que j'ai carrément écouté des choses de lui sur lesquelles j'étais d'accord. Je me suis dit, mais est-ce que je l'ai mal compris ou quoi? Non, mais il a dû changer. Parce qu'à l'époque, je me rappelle quand il disait les niafous, les carlouches, les je sais pas quoi. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup eu affaire à des gens comme lui. Je vois une vidéo, de la vidéo là, la femme, elle parle de suprématie blanche. Mais de quelle suprématie? En fait, il parle de choses que perso, moi, je vois pas. C'est quoi? C'est le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, en France, on a des trucs comme ça, la suprématie blanche, on a des gangs de bikers, tatoués, tout ça. C'est quoi en fait? De quoi il parle? Ah, c'est la suprématie blanche, il y en a partout. La suprématie blanche qui vous sied tant, Vous semblez obsédé par une forme de suprématie blanche que vous dénoncez. Je ne suis pas obsédé, je vois clair dans le jeu de nos politiques, monsieur. Depuis le début, vous dites les blancs, les blancs, les blancs. Vous essayez de me décrédibiliser. Non, vous dites depuis le début les blancs, vous visez la suprématie blanche. Oui. Ça veut dire quoi la suprématie blanche? Ça veut dire exactement votre ligne éditoriale. Je sais pour quelle chaîne vous travaillez, monsieur. Non, mais la situation va évoluer avec monsieur Badiayoko. En tout cas, alors que regarde, dans la même vidéo, tu vois que même des Mauritaniens, ils disent qu'ils sont partis de Mauritanie à cause du racisme. La Mauritanie, je sais c'est quoi ce genre de pays. Il y a beaucoup de pays comme ça. C'est le racisme des Arabes contre les Noirs. Quelle origine? Mauritanien. La Mauritanie? Oui. T'es arrivé il y a combien de temps en France? 2024. Par où tu es passé pour venir en France? Par la mer. Par la mer? Oui. Avec des passeurs? Oui. Ça t'a coûté combien? 1000 euros. 1000 euros? Oui. Et pourquoi être parti de la Mauritanie? C'est la merde là-bas. Il y a des racistes, tout ça, contre le blanc et noir. Et si on doit parler d'un pays, un pays vraiment raciste que j'ai connu, que j'ai visité, c'est la République dominicaine. Très raciste de fou envers les Haïtiens. Eux, ils se sentent carrément supérieurs, assumés. Tu vois, c'est même pas caché. Ils se sentent supérieurs, assumés. La morena se tiró al río, señores. En Inde, t'as un racisme entre les Indiens et les Pakistanais. Au Congo, t'as un racisme entre Congo RDC et Congo Brazzaville. Là, en ce moment là où je parle, là, il y a des gens qui se font expulser, des Africains, qui se font expulser par d'autres Africains. En Afrique du Sud, en ce moment, ils disent à des gens, ils vont là-bas, pendant qu'il est en train de travailler. Là, monsieur, prenez vos affaires, repartez chez vous tout de suite, maintenant. Oui, mais j'ai des enfants, je suis marié. Allez dans votre pays avec votre enfant et votre femme. Et quittez l'étalage maintenant. The foreigners should leave. They are sick and tired, so tired of Nigerians. They should go back to their country and fix their country. This is the last peaceful walk. Ces Sud-Africains sortent dans la rue pour chasser les immigrés illégaux. Depuis des semaines, des groupes anti-immigration défilent dans les rues. Certains immigrés ont été agressés, d'autres soupçonnés d'être illégaux ont été arrêtés par des manifestants et livrés à la police, tandis que de nombreux commerces restent fermés par peur. Les organisateurs accusent les immigrés illégaux de détruire leur pays et de voler leur travail. We are tired of seeing African migrants moving all over the world. Let me see your passport.
Let me see. Luna. Okay, tell me. Who's the police officer that you are bribing to certify these things? Si vous pouviez développer ou expliquer ce qu'est le fascisme à votre sens. Être contre les frontières. Oui. Pour les frontières plutôt, vous voulez dire. Si vous êtes là, en plus, c'est pour... Ça peut paraître raciste que j'insiste dessus, mais c'est pas du racisme, c'est juste mettre des faits qui sont réels. Même les Thaïlandais, ils en ont marre des Maghrébins. Parce qu'en fait, bon, il y a un truc, le mot arabe. Le mot arabe, il faut pas le mettre à n'importe quelle sauce quand on parle de mauvaise conduite et tout en France. Parce que arabe, tu vois, les Libanais, les Irakiens et tout, c'est des Arabes. Donc tout ce qui est Middle East, ils n'ont pas du tout cette mentalité, ce comportement maghrébin. Tu vois, les Thaïlandais, les gens qui décrivent, eux, ils disent les French arabes. Donc tu as plusieurs pays où ils disent les French arabes. Les French arabes, de qui on parle des Maghrébins. Ouais. Ah, il va écouter. Ouais. Devenu le défouloir de tous les racistes qui, accrochez-vous, ont une nouvelle expression pour dénigrer à nouveau les Arabes, c'est French Arabic. Ils vont systématiquement utiliser cette expression pour nous dénigrer ou rabaisser. Arrête, je vais te dire pourquoi nos ingénieurs French Arabic ont une réputation à chier. Ils sont haïs partout dans le monde parce qu'ils foutent la merde. Faut pas avoir fait Harvard ou Stanford pour le comprendre ça. Dites-vous que l'ambassade de France en Thaïlande a dû réagir face au nombre de délits astronomiques réalisés par ces mêmes French Arabic qui là-bas ont un quartier à eux qui s'appelle les 4000, nom d'une cité de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Alors c'est certainement pas à cause de la propagande CNews qui arriverait dans les campagnes cambodgiennes. Tu l'affirmes que les autochtones évitent ces gens comme la peste. C'est juste que les gens voient ce qu'on appelle des patterns et qu'ils en tirent tout simplement des conclusions. D'où l'émergence de cette expression péjorative French Arabic. Et ça, c'est le cas en Thaïlande, mais aussi au Maroc, en Espagne, même en Amérique latine. Les autorités locales, à l'ouïe de cette appellation, elles pleurent mais du sang. Puis c'est quand même dingue de rejeter la faute sur les Français blancs. On a que ça à foutre, tu crois, de distiller la haine dans tous les points cardinaux du monde. Une incapacité à se remettre en question chez ces gens qui est mais olympique. Et vous en pensez quoi alors? Moi, en attendant, je prie pour cette femme et pour vous, donc soyez bénis. La Thaïlande a officiellement décidé de réduire la durée maximale de séjour de 60 à 30 jours pour les touristes sans visa venant de 90 pays. Cette décision concerne en particulier les ressortissants européens, dont les Français, alors que plusieurs vidéos ont provoqué l'émoi sur les réseaux sociaux suite au comportement problématique de certains jeunes Français, Belges. C'est quoi? Quel pays tu n'irais jamais visiter, même si le billet il est gratuit? Si le billet est gratuit, quel pays j'irai jamais? Ouais. Il y a un pays où j'irai jamais, où je crois que j'irai jamais, en France. En France? Ouais, ici, là où je suis actuellement, ouais. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est devenu vraiment raciste. Beaucoup de gens qui font de la discrimination envers les cultures qui sont de l'Afrique du Nord. Donc la question, elle est, si j'avais eu une autre vie, je serais jamais venu en France. C'est le seul pays où je serais pas venu, ouais, la France. La France? Ouais. Et qu'est-ce que ça fait d'être en France actuellement alors? C'est un calvaire, Pour les Algériens, c'est un calvaire très dur. Surtout pour la culture algérienne. Donc voilà, c'est un très beau pays, mais ils acceptent pas tout ce qui est algérien. C'est malheureux. Du coup, tu as un argument à appuyer là-dessus ou pas? Moi, j'ai un peu regardé, les Algériens sont aussi intelligents que tout le monde sur la terre entière. On est tous égaux, devant Dieu, on est tous égaux. Donc j'estime que les Français devraient plus comprendre le peuple maghrébin et le peuple musulman. Parce qu'ils ont... Et donc si on doit parler, oui, qui est un vrai noir, qui est pas un vrai noir, ok? Les vrais noirs, ils viennent d'Afrique. Ça, c'est les vrais noirs. Les vrais noirs, c'est les Africains. Il n'y a pas plus noir. Et eux, c'est comment, les Africains? Ben, les hommes, ils aimeraient bien être avec une blanche. Les femmes, elles aimeraient bien être avec un blanc, souvent. Souvent, pas tout le temps, hein, souvent. Ils aimeraient bien habiter dans des pays de blancs. Ils aiment bien prendre des photos dans des endroits qui montrent une architecture qui a l'air d'être provenir d'un pays de blancs. Dès le premier jour où ils les ont vus, dès qu'ils sont arrivés sur le continent, par exemple, je sais que les Congolais, ils ont ils se sont inspirés des colons pour la sapologie. Ils aimaient comment les colons s'habillaient. Et c'est de là est apparu, je crois, le terme de la sapologie. Pour ce qui est de la colonisation, encore un truc choc. Ça s'est tellement chamboulé dans ma tête que je ne peux pas dire si c'est bien ou pas bien. Je ne peux pas dire si c'est bien ou pas bien. Moi, mon grand-père, au Congo,
il me parle tout le temps d'une époque. À chaque fois, il me dit « Ah, cette époque, c'était trop bien, on manquait de rien, il y avait du travail. » Lui, ses amis me parlent de la même époque. Beaucoup de gens me parlent de cette époque. Et c'est de quelle époque dont il parle? Il me parle de l'époque, le Congo était encore une colonie française. C'est mon grand-père qui me dit ça. Qui me dit à cette époque c'était bien. Ma mère, elle me dit ça. Mes tantes, elles me disent ça. Elles me disent à cette époque, on manquait de rien à la maison. On avait tout ce qu'il fallait. Il y avait du travail. C'était ordonné. Le Congo, c'était bien. C'était développé. Il y a des gens qui me disent, beaucoup de gens qui me disent, là, il faut demander aux Congolais, parce qu'il y en a, ils peuvent croire que je dis des conneries. Beaucoup de gens qui disent, ils parlent du Congo de l'époque avec les larmes aux yeux. Ils regrettent de comment le Congo est devenu maintenant. Et ils parlent de ce Congo qui était juste après ou avant l'indépendance. Ils ont créé des chemins de fer à ce moment-là, pendant que les deux capitales, donc la capitale économique et du pays Brazzaville et Pointe-Noire, étaient séparés. C'était très compliqué de rejoindre les deux capitales. Ils ont créé des chemins de fer qui ont été après détruits parce qu'il y a eu la guerre entre Lissouba et Sassou Nguesso qui a voulu reprendre le pouvoir de force. Donc ils ont détruit tous les chemins de fer, tout ce qu'ils ont été construits à cette époque-là. Et c'est quand même assez triste. Parce que justement, en plus, mon grand-père, il travaille dans la construction de ces chemins de fer-là. Donc de la sueur, tout ça pour qu'au final, ça se soit cassé. Tu vois, tu sais, moi, je sais que j'ai entendu beaucoup d'Algériens dire qu'à l'époque où l'Algérie était une colonie, la France a beaucoup développé l'Algérie. Moi, je ne veux pas parler de eux, c'est eux-mêmes qui feront leur analyse, basée sur ce que j'ai déjà entendu, que je répète. Je sais que, par exemple, la France, ça ne s'appelait pas la France avant que les Romains aient colonisé toute la Gaule et qu'ils aient pu unifier tout le peuple. Et à ce moment-là, ils ont développé le pays, ils ont créé des routes, etc. Donc voilà, pour ce qui est de la colonisation, c'est pour ça que je peux plus dire que c'est une mauvaise chose, parce que à partir du moment où tu apportes quelque chose qui a de la valeur dans le pays et que les gens dans ce pays sont contents de comment ça se passe, que le peuple soit content de cette période-là, je ne peux pas dire que la colonisation c'est de la merde, si eux-mêmes ils disent que c'était la meilleure époque. Comment toi tu vas dire la colonisation, les pauvres, hein, ils se font avoir, non, faut tout niquer, alors qu'eux-mêmes ils disent non, c'est la meilleure époque de ma vie. La France actuellement elle est colonisée, elle est tellement colonisée que même en France, hein, je ne peux pas trouver un restaurant français. Même le truc de ouf, hein, le truc de ouf c'est que j'ai trouvé des restaurants français en Thaïlande. Des restaurants français, de la nourriture française, avec des gastronomie française, des escargots, des trucs comme ça, la fondue, des trucs de savoyard, je sais pas quoi. Et j'ai trouvé ça en Thaïlande. En France, je vais là-bas, dites-moi c'est où, donnez-moi une adresse, je sais pas. En tout cas, secteur Boissy-Saint-Léger, 94, je connais pas. On retrouve plus, moi je suis désolée, si je veux des pâtisseries françaises, là on parle vraiment française, des gâteaux de qualité, je suis obligée d'aller à l'extérieur de Trappes. C'est pas la même culture, c'est pas la culture que j'ai reçue, c'est pas... donc le vivre ensemble, certes, mais il y a... J'ai entendu de la part d'anglais, pas seulement de français, hein, des anglais aussi qui disent la même chose, qu'il y a un privilège blanc, etc. Donc en fait, que ces pays-là, la France, l'Angleterre, c'est raciste parce qu'il y a un privilège blanc. En tant que noir, on ne peut pas atteindre certains niveaux. Ok, moi je vais répondre à ça. T'as vu? Pour être cru, hein, pour être le Freddy Krueger que je suis, je te dirais que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que ce serait scandaleux si ce ne serait pas le cas. Là, moi j'ai un ami, lui-même il m'a dit que lui-même, hein, qui est pro-noir et tout, dans ces trucs-là, anti-facho et tout, lui-même, de sa bouche, hein, il m'a dit, si je suis patron d'une grande entreprise et que je vois deux personnes qui sont aussi bien qualifiées et qu'il y en a un c'est un noir, l'autre c'est un blanc, je prendrai le noir. Et il m'a dit ça en France, dans un pays français. Donc déjà, ça c'est un truc qui est... On va dire c'est inconscient, c'est comme ça. On va plus se sentir à l'aise avec des gens de notre couleur. Donc ça, on ne peut pas en vouloir aux gens pour ça. Moi, ce que je te dirais qui serait scandaleux, c'est que si par exemple,
T'as vu, en Afrique, les Blancs, ils ont déjà des grandes entreprises parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà investi, ils ont déjà fait leur truc. Mais si en politique, on commençait à mettre plein de Blancs dans la politique, là, les Noirs aussi, ils commenceraient à dire non, ça va, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait autant de Blancs dans notre pays d'Afrique qui soient là, ministres, je sais pas quoi, alors que c'est un pays noir. T'as vu? Donc ce serait scandaleux pour eux. Donc là, les Blancs, à ce niveau-là, ils diraient « Ah, mais il y a un privilège noir, on ne peut pas monter à certains niveaux. » Donc si c'est normal chez eux, ça devrait être normal aussi chez les Blancs. Ça, peut-être, ça c'est le privilège blanc. Bon, il y en a d'autres. Hein. Le privilège blanc aussi, c'est que la police, ils te cassent moins les couilles aussi. Quand tu es blanc, l'administration, peut-être que tu trouves un logement plus rapidement, etc. Et le privilège noir, il existe aussi. Je vais te dire, c'est quoi le privilège noir? Le privilège noir, c'est de faire ce que je fais là, de pouvoir parler des Blancs sans être préoccupé, de pouvoir parler des Arabes, des Noirs sans être préoccupé. Et là, le privilège noir. Le privilège noir, c'est de pouvoir, tu vois, tu peux dire ah mais tu dis ça parce que tu es un raciste. En fait, c'est ça le privilège noir, c'est de pouvoir attaquer les gens sur le racisme en fait. Il est là. Donc tu peux faire taire beaucoup de gens, tu peux faire fermer des entreprises, faire des procès aux gens, faire toute une histoire grâce à cet outil là de nous à l'époque on était esclaves, donc maintenant on doit fermer toutes vos gueules. Moi, comme j'ai dit, hein, je suis irakien congolais, vrai arabe, vrai noir, et j'ai grandi en France, donc je parle de tout le monde, je suis très ouvert. C'est moi, j'ai un pote qui m'a dit un truc comme ça. En fait, ça j'ai entendu souvent. Les histoires de oh, ouais, mais ce mec-là, il fait rien pour les Noirs, ce mec-là, il fait rien pour les Noirs. Moi, j'ai un pote comme ça. Donc lui, pourtant, c'est comment dire, il se fait appeler pro-noir. En fait, ces gens-là qui disent ces choses-là, c'est des gens qui sont particulièrement pro-noirs, genre un petit peu panafricains dans l'esprit. Donc ils vont dire ah mais lui il a rien fait pour les Noirs. Donc Omar Sy il va percer. Ah mais Omar Sy il a rien fait pour les Noirs. Obama est président. Ah mais Obama il fait rien pour les Noirs. Ah, je sais pas qui. Ah mais lui il fait rien pour les Noirs. Et en fait moi je comprends pas ces gens-là parce qu'ils disent ils sont tu vois, ils disent qu'ils sont pro-noirs, ils veulent que les noirs ils ont leur chance et tout, mais à chaque fois qu'il y en a un qui perce, ils vont dire ah c'est un vendu, c'est un bounty, c'est un truc comme ça. Donc là maintenant je sais pas c'est quoi leur opinion par rapport au maire de Saint-Denis. Je pense que là maintenant ça doit un peu plus passer parce que il est, on va dire, il est accepté par le ghetto, il a été certifié par la street. Viens faire du sale comme néga, je peux pas finir les mains liées dans la Mégane. Tu connais la devise, un coup KO, fini à nos c'est Bakayoko. Ça c'est des gens, tu vois, oh Omar Sy c'est un vendu, Roselmack c'est un vendu, tu vois ces trucs là. En fait eux, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Tu vois comme mon pote qui m'a dit récemment là que Alexis Chen il fait rien pour les Noirs. En fait moi ces gens-là je me demande qu'est-ce qu'ils veulent en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent. Donc en fait quand tu es noir, donc tu dois payer une taxe qui revient dans les poches des Noirs. Donc c'est-à-dire la 50 Cent il doit payer la taxe des Noirs et donc moi je reçois un petit peu de sous parce qu'il a percé. Donc en fait moi aussi quand je vais percer je devrais payer une taxe supplémentaire. C'est quoi ces histoires de il faut aider les Noirs? En fait moi je comprends pas. C'est quoi? Donc t'es noir donc vas-y. Tu vois ceux qui disent ouais Barack Obama il doit aider l'Afrique. C'est le président des États-Unis, il parle qu'il doit aider l'Afrique. Donc pour le maire, on va voir comment ça va se passer. T'as vu, moi j'espère que ça va bien se passer. Il est de LFI et tout. Moi c'est le parti de la stupidité comme je fais que de décrire. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait carrément plaisir que ce soit un Renoir comme ça, du terre-terre, qui ait pu monter les échelons et qui ait pu en arriver là. Maintenant on va voir ce qu'il va faire. J'espère qu'il va pas faire de trucs bizarres et qu'il va pas donner une mauvaise image. Enfin après il donne l'image qu'il donne à son parti politique, tu vois. Mais je trouve ça bizarre qu'il commence à demander à désarmer la police, des trucs comme ça. Alors que tu vois là on l'accuse carrément de devoir un peu rendre des comptes aux dealers de drogue, à des narcotrafiquants dans sa ville. Il demande à fermer ses news. Tu vois, donc direct, ça commence le truc de la censure de gauche. Parce que eux, c'est des gens, tu vois, ils veulent parler de tout. Eux, avec eux, on peut parler de tout. Mais les seuls trucs sur lesquels il ne faut pas parler, c'est l'immigration. En fait, je comprends pas. On peut parler de ça, on peut parler de l'immigration aussi, non? Ou alors, on peut parler de tout et quand on parle de l'immigration, il faut passer à l'autre sujet. Tu vois, comme dans la vidéo, tu vois, on lui demande, est-ce que tu sais quel est le montant qui a été versé pour l'immigration?
Elle répond, est-ce que vous savez quel est le montant qui a été versé pour l'armement? On peut parler de l'armement sur un sujet et parler de l'immigration sur un sujet. Mais pourquoi mélanger tout en fait? Il ne faut pas parler de l'immigration en fait avec eux. Il dit, je filme votre quartier parce que on suppose qu'il y a des dealers, il y avait des dealers de drogue à la mairie après l'élection du maire. Et elle répond, oui, mais qu'est-ce qu'il en est des pédophiles? Mais il est où le rapport en fait? C'est ça, tu sais, c'est de la diversion ça. À Saint-Denis, il y a des quartiers où on vend de la drogue. Pourquoi aujourd'hui spécialement? Peut-être parce qu'il y a des suspicions de présence de trafiquants à l'hôtel de ville lors du conseil municipal et de la victoire électorale. Et est-ce qu'il y a des par rapport à la pédophilie, vous menez autant d'investigations? Pourquoi vous partez sur un autre sujet? Mais parce que je trouve ça beaucoup plus grave, la question beaucoup vous plus gêne? important. La question me gêne. Alors moi je vais vous dire. Donc par rapport à mon autre vidéo, il y avait un mec qui me disait que j'abuse. C'est toujours mieux de donner de l'argent. Parce que l'argent, ça va toujours aider l'Afrique, vu que c'est de l'argent. Mais moi, je vais te dire un truc en fait, par rapport à ça. Quand tu donnes de l'argent dans certains pays d'Afrique, en vérité, c'est comme si tu étais contre le peuple. Parce que là, tu vois, dans un système, dans beaucoup de systèmes africains, il n'y a pas de fondation. Tu envoies de l'argent, ça part dans les mains de je ne sais pas qui. Donc au final, tu crois aider le peuple, mais l'argent, les arrivées d'argent, elles ne sont pas contrôlées, elles sont prises par ceux qui peuvent avoir qui ont le plus de pouvoir. Donc au final, tu leur donnes de l'argent et tu leur donnes encore plus de pouvoir. Tu leur donnes encore plus d'armes pour pouvoir oppresser le peuple et encore prendre encore sur le peuple. Donc en fait, le fait de donner de l'argent, en fait, là-bas, ça crée encore plus de déséquilibre. Tu crois que ça va enrichir un petit peu le peuple, alors qu'au final, ce que ça fait, c'est que ça enrichit un mec, un truc de fou, et ça scelle encore plus son pouvoir, qui fait que tu ne peux plus le retirer du pouvoir aussi facilement maintenant. Tu lui en as trop donné. L'argent, ça peut résoudre des problèmes seulement quand le pays est construit sur des bonnes fondations. Parce que là, à ce niveau-là, tu peux même leur envoyer 10 000 milliards, tout ça va partir, tout va s'échapper. Il n'y a rien qui va aller chez le peuple. Donc ça va aller chez certaines personnes qui vont payer des associés, qui vont payer les personnes qui vont les mettre dans les positions là où ils sont, des positions fortes. Ça va partir dans des yachts, dans des jets privés, ça va partir dans des villas en Europe, dans des villas, dans des appartements luxueux sur les Champs-Élysées, etc. Ce que tu envoies en Afrique, ça revient en Europe. Souvent, quand tu envoies de l'argent sans effort, les gens ils commencent à attendre. Ils arrêtent de créer, ils arrêtent de donner des efforts, ils font que d'attendre. Donc ça devient des assistés. Ma théorie, c'est que là, je peux faire l'esclavage moi-même. Là, tout de suite, là, moi, tu me donnes assez d'argent, je te remets l'esclavage. Donc peut-être que maintenant, avec l'ère d'Internet, les trucs comme ça va être un peu plus compliqué. Mais si j'ai par exemple une île déserte, là, je viens juste ici là, avec mon bateau, comme ils ont fait à l'époque. Je viens encore avec mon bateau, avec mes petits costumes de colon, plein de dentelles. Et je dis aux gens, tiens, je te paye tant si tu me ramènes un mec. Je leur dis, je te paye 1 million si tu me ramènes une personne. Donc 1500 €. Donc ceux qui sont au Congo, tu penses que c'est des choses Est-ce que tu penses que je ne vais pas avoir des personnes qui vont me trouver, qui vont me kidnapper des gens pour moi pour ce prix-là? Je peux en avoir plein. Donc il suffit juste d'avoir de l'argent. Allez, trouve-moi des personnes, trouve-moi 100 personnes, je te paye 1500 € par personne. Ça y est, l'esclavage il est repris dans mon île. Donc ça n'a rien à voir avec les histoires de blanc ou pas blanc. Ça n'a rien à voir avec ça. Je vais dire limite, ça se trouve c'est dans l'ADN. Maintenant en parlant d'ADN, tu vois, tu sais, il y a un truc que j'ai entendu souvent et j'ai un ami, il m'a envoyé une vidéo avec des mecs qui disaient que les noirs, ils ont peur des chiens naturellement parce que les blancs, ils sont venus avec des chiens, nous agresser pendant l'esclavage, ils nous ont poursuivis avec des chiens. Donc maintenant, c'est dans notre ADN, les noirs, ils ont peur des chiens. Ça, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas du tout. Ils vont courir. Peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des chiens. C'est même pas qu'ils n'ont pas l'habitude, c'est que il y a des trucs qui restent, et ça c'est scientifique, hein, qui restent dans ton ADN. Dans nos gènes. Tu vois, dans nos gènes, par exemple, les gens qui sont descendants comme nous, ils se faisaient courser par des chiens. Là, les esclaves, c'est des chiens qu'on lâchait derrière eux. Et ça reste dans tes gènes. C'est comme l'eau. Il y a plein de gens qui habitent dans les îles qui ne savent pas nager. Pourtant, ils sont sur une île. Mais parce que pour eux, pour les ancêtres, aller sur l'île, c'était dans l'eau, aller sans retour. Voilà. T'avais qu'on le ramenait dans l'eau, tu revenais plus jamais, frère. Si c'était le cas que les noirs, ils ont peur des chiens, ce seraient les noirs des États-Unis. Parce que les noirs d'Afrique, ils n'ont pas décollé. C'est pas eux qui ont connu les chiens. C'est les noirs des États-Unis. Ce qui est des chiens, déjà,
moi je sais déjà d'où ça vient ce truc-là. J'ai vu de moi-même. Ça, c'est en Afrique, quand les enfants ils sont petits, leurs parents leur apprennent la peur des chiens. Donc que ce soit les amis ou les parents. Une fois, j'ai vu par exemple un chien, un petit qui était en train de marcher dans la rue, il était à l'aise et il allait jouer avec le chien. Sa mère, elle lui a dit « Attention, il va te mordre. Si tu te rapproches, il va te mordre. » Le petit, il n'avait pas encore peur. Donc c'est la mère qui lui a enseigné cette peur-là. J'ai vu ça plusieurs fois. En fait, c'est comme si c'était une mode un peu d'avoir peur des chiens là-bas. Je vois des... C'est une mode, c'est une mode. Des fois, tu vas avoir des groupes d'enfants, ils sont par exemple 5. T'en as un, parmi les 5, il n'a pas peur des chiens, même 2. Il va commencer à s'approcher. Mais à partir du moment où il y en a 1 ou 2 du groupe qui va commencer à courir, tous les autres du groupe ils vont commencer à suivre les amis. Donc en fait, avoir peur des chiens, c'est comme une mode. Moi, je l'ai vu de moi-même. Et même si tu n'arrives pas à le comprendre, même si ça paraît incompréhensible, que ce soit une mode, moi je te dis c'est comme une mode d'avoir peur des chiens. Parce que tu sais que dans ton environnement, on a peur des chiens. En fait, c'est comme se dire, tu vois, tu sais, comme confirmer les clichés noirs. Donc nous, les noirs, on a peur des chiens, donc on a envie de confirmer les clichés. Et en fait, ce truc-là d'ADN, que la peur de... parce que ton arrière-grand-père, il a eu peur, donc de la peur, elle s'est mise dans son ADN et que ça se transmet à son petit-fils et le petit-fils, il va le transmettre à l'autre. Ça, j'y crois pas. Ça n'a vraiment pas de sens, cette histoire d'ADN de peur. J'y crois pas. Même l'histoire que les Noirs, ils savent pas nager, etc., que c'est dans l'ADN, non, c'est faux. Ça, j'y crois pas. Et, tu vas dans beaucoup de pays d'Afrique, tu as des excellents pêcheurs. Ils vont très loin, ils plongent très profond, ils font des choses très risquées, ils savent très bien nager. Donc non, c'est pas un truc de noir de ne pas savoir nager. C'est juste qu'il faut apprendre à nager et après tu sais nager, c'est tout. Tu apprends à faire du vélo et tu sais faire du vélo. Tout s'apprend, c'est tout. Là, regarde par exemple une vidéo pour te montrer le genre de panafricanisme qui ont des idées farfelues, qui véhiculent des idées farfelues parce qu'ils ont ce fantasme que l'Afrique c'est le futur. Like you go into the African drum language, which this white boy stole it and called it the Morse code. They took that same pulsation and rhythm and now they call it the telephone. They took the same pulsation and rhythm and now they call it a computer, which is nothing but an African drum. But if you don't attach people to the computer, you don't see it. So, ça c'est un fantasme en fait, de dire que l'Afrique c'est le futur. Tu sais, ça paraît beau. Quand tu vois Mokobe avec ses t-shirts Africa is future, tu vois, moi je pense que d'où vient cette théorie, c'est que ces gens ils pensent que comme en Afrique on a des ressources naturelles, notamment des diamants et tout, de l'or et tout. Et on a tout, hein, donc soit pétrole et tout, mais eux ils sont beaucoup concentrés sur ces choses-là. Coltan, or et tout, la pierre. Donc ils pensent que parce qu'on a ça, donc c'est ça qui fait qu'on va être le futur. Il y a une théorie qui dit que dans je ne sais pas combien de décennies ou un siècle, ce sera l'Afrique qui sera la plus grande puissance mondiale. Mais eux en fait ils n'ont pas compris que le coche là, des diamants, les pierres, tout ça, on l'a loupé déjà. Ça appartient même pas aux Africains déjà. Ça c'est un coche qui a déjà été loupé. C'est pas ça qui va redresser le truc. Donc en fait c'est que du fantasme en fait, c'est de la fantaisie et c'est de l'utopie. C'est de l'utopie et je te mens pas, c'est tellement joli à entendre, que ça donne envie de le dire. Mais le problème c'est que maintenant je suis arrivé à un âge où je peux pas dire des choses juste parce qu'elles sont jolies. Je dois dire les choses parce qu'elles sont vraies seulement. Ce qui est du développement de l'Afrique, t'as vu, moi je pense que ça peut se faire seulement si on a des mecs comme Ibrahim Traoré. Donc si on a des mecs comme lui, t'as vu, qui peuvent influencer des autres présidents, qui peuvent influencer des autres gouvernements, que ça puisse faire comme un genre de printemps arabe, que ce qui s'est passé tu vois, au Moyen-Orient, dans des pays arabes. Ça, je veux bien. Ça c'est une manière de voir. Avec lui, il y a de l'espoir. Avec des gens comme lui, il y a de l'espoir. Tu vois, tu mets juste une personne comme lui qui arrive à redresser son pays et les autres pays, ils prennent ça comme modèle. Là, c'est bon. On peut dire qu'il y a des chances. Je vais peut-être interdire l'entrée des vélos au Burkina Faso. Si nous ne pouvons pas fabriquer des vélos, il faut reprendre nos ânes et nos chevaux au marché. Vous êtes d'accord avec moi que c'est inconcevable que les choses basiques nous importons.
Les simples boutons de vos chemises, je ne pense pas qu'on les fabrique ici. Pour ceux qui veulent mélanger, tu as vu la prise de cannabis avec la criminalité. Donc moi, mon opinion dessus, tu as vu? Tu avais de la drogue, ce qui est totalement illégal dans un quartier, tu t'affichais sur un mur avec des tarifs. Mais comme par hasard. C'est peut-être parce que je suis un bédaveur, hein. Ou peut-être pas, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est mon point de vue. C'est que tu as vu, l'alcool, c'est une drogue. C'est une drogue qui est encore pire que le cannabis. Et pourtant, elle est consommée tout le temps. C'est même recommandé. Limite c'est quand tu arrives dans un endroit, même familial, hein, pas chez des bourrés. Hein. On va te proposer un verre, tu vas dire ah non c'est bon, je vais pas boire. Ah tu vas pas boire, mais vas-y prends un petit peu, ah, vas-y mais accompagne-nous. Donc on te force à te prendre cette drogue qui te rend violent, qui te fait frapper tes enfants, ta femme, qui te fait faire des trucs de ouf dans la rue. Moi des spliffs, je peux en fumer 50 par jour. Je vais toujours avoir la tête sur les épaules, toujours être correct. Peut-être je vais être un petit peu fatigué, je vais dormir. Mais avec l'alcool, c'est pas pareil. Tu peux pas boire plusieurs bouteilles de whisky avant de faire les trucs de fou, avant de dégueuler dans la rue, de commencer à agresser des gens, de frapper des inconnus. Donc, ceux qui veulent parler de le cannabis, c'est une drogue, etc. Voilà, moi je compare ça à l'alcool et je me dis que l'alcool aussi c'est une drogue qui est encore pire et qui est acceptée. Donc si ils n'ont pas réussi à stopper cette drogue. Quand ils ont essayé, ils ont vu que ça ramenait trop de contrebande, trop de problèmes avec Al Capone. Donc ils ont vu que ça créait trop d'économies parallèles. Donc ils n'ont pas arrêté cette drogue-là. Mais du coup, sur le cannabis, ils cassent un peu les couilles là-dessus. T'as vu? Moi, à partir du moment où je casse pas les couilles aux gens, ils me cassent pas les couilles. T'as vu? Sur ce genre de drogue douce, je suis très neutre. Surtout que j'ai aussi une autre vision des choses. C'est que je me dis, t'as vu, si c'était vraiment un truc aussi mal, un truc de criminel, ça se vendrait pas dans certains pays. Ça se vendrait pas légalement. En Thaïlande. En Thaïlande, je prenais ça à la boutique. Comme je vais acheter un croissant. Je vais prendre mon gramme de bœuf. En Hollande aussi, ça se prend normalement. Il n'y a pas de pays qui fait que tu peux acheter de la cocaïne dans les magasins. Donc il y a quand même une barrière dans les drogues. Et pour ce qui est de l'alcool et ce qui est du cannabis, on a prouvé que non, c'est bon, ça peut passer. Donc à partir du moment où on casse pas les couilles aux gens, pour moi, je pense que ceux qui veulent prendre ces choses-là, ils font ce qu'ils veulent, ça leur regarde que eux. Ça regarde leur poche, leur économie et leur santé à eux. Pour rester dans le sujet de la criminalité, je sais qu'il y a beaucoup de pays musulmans qui acceptent la pédophilie. En fait, qui acceptent la pédophilie parce qu'ils acceptent le mariage avec des enfants mineurs. My father has sold me because we don't have bread, rice and flour. He has sold me to an old man. He's bought Parwana for 200,000 Afghanis, just over $2,000 US. Covered up, Parwana whimpers as her mother holds her. This is your bride, please take care of her, says Parwana's father. Of course I will take care of her, replies the man. His large hands grab her small frame. Parwana tries to pull away. As he carries her only bag of belongings, she again resists, digging her heels into the dirt. But it's futile. The fate of this small, helpless child has been sealed. Et en fait, du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est que en Angleterre, j'ai vu une information qui m'a un peu choqué. C'est que tu as des Pakistanais ou des Afghans ou je ne sais pas quoi, un grand réseau de pédophiles qui ont violé plein de petites filles là-bas, plein de petites blanches. Et en fait, on les a pas exposées parce qu'on a peur de faire, de faire monter l'islamophobie en Angleterre. Donc pour ne pas faire monter l'islamophobie en Angleterre, on ne parle pas de ces violeurs du Pakistan et tout. Et ça, je trouve que c'est quand même un truc de fou. Parce que moi, tu as vu, j'ai toujours eu ma vision du pédophile comme le blanc un peu bizarre avec ses lunettes un peu
un peu nerd, un peu, comment on dit, introvert, tu vois. Donc moi, ça a toujours été cette image-là que j'ai. Le blanc, introvert, avec les cheveux gras, qui habite en Belgique ou qui habite dans le Nord. Alors qu'en fait, maintenant, je me rends compte que ce que je vois, ce qui est réel, concret à notre époque maintenant, c'est que c'est beaucoup de Pakistanais, beaucoup de gens de ces pays arabes, de ces pays musulmans. Et donc, ma vision des pédophiles, elle a évolué aussi. Ja. Ich habe Bedürfnisse. Und meine Bedürfnisse sind mir sehr wichtig. Ja, aber du kannst trotzdem nicht über mein Gruppendeck entscheiden. Nicht immer Nein sagen. Sorry, sir. Sorry. No, you're gonna go to jail now. Stop being aggressive. You have respect for our children. Yeah. Une fois, j'avais une discussion avant de partir de la France avec, je déjà parlé d'elle, donc une Marocaine qui est athée. Et en fait, j'étais en train de parler de dire que maintenant, j'arrivais un peu mieux à comprendre une théorie que Zemmour disait à l'époque où je pensais qu'il était complètement fou quand il parlait de grand remplacement. C'est très simple. Le grand remplacement, c'est quand une population qui vit là depuis 1000 ans est remplacée par une autre population. Et que cette population blanche, européenne, chrétienne, et qu'elle est remplacée par une population qui vient d'un autre continent, d'une autre civilisation, d'une autre religion. Vous êtes parti de ce grand remplacement. Vous venez d'Afrique. Vous venez d'Afrique, vous venez d'ailleurs. Vous démontrez que ma position n'est pas une position raciale, ethnique, c'est une réponse culturelle. Moi, je suis venu d'Afrique et je me suis approprié l'histoire de France, la culture de France, le mode de vie français. Ma mère portait des mini-jupes et pas des djellabas. Aujourd'hui, il y a une occupation de l'espace public. Mais on peut par une religion et par une autre. Laissez-moi répondre. Écoutez. Enfin, c'est insupportable. Vous ne laissez jamais finir. En plus, vous dites n'importe quoi. Mais oui. Parce que l'espace public aujourd'hui est occupé par une religion et par une civilisation étrangère qui impose à tous un mode de vie. L'espace public n'est plus français. Donc... À l'époque, je pensais que c'était un truc farfelu. Et maintenant, je me rends compte que ça devient un sujet. Et donc, dans la vidéo que j'ai vue là, donc les journalistes qui vont à Saint-Denis après l'élection de Bali Bagayoko, ils posent cette question-là aux gens et je me rends compte que non, c'est pas farfelu. Il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Il y a des gens qui approuvent que oui, il y a un grand remplacement. Donc c'est pas un truc à la con qu'il est en train de raconter. Vous en pensez quoi de cette histoire de grand remplacement? Concrètement, il y en a un, c'est indéniable. On va rester sagement, on va pas faire trop d'enfants. Je veux dire, c'est une réponse qu'on peut pas admettre et c'est une réponse qu'on peut pas tenir. On va pas s'empêcher de faire des enfants et on va pas s'empêcher de se multiplier. Parce qu'une réponse qui serait réellement antiraciste et même réellement universaliste, vu que tout le monde se revendique de ce concept, ce serait de dire, quand il y a quelqu'un qui vous dit que il y a le grand remplacement, il y a de plus en plus de Noirs et d'Arabes en France, c'est de lui dire, et alors? C'est quoi le problème? Quel est le problème au fait qu'il y ait de plus en plus de Noirs et d'Arabes en France? Pourquoi ça te dérange? Et ce qui est fou, c'est que cette... Prenez-moi, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, ça c'est problématique », et la seule réponse que vous lui apportez, c'est que c'est pas problématique parce que ça n'existe pas, parce que le problème n'est pas réel, ça sous-entend l'idée que si ce phénomène existait réellement, alors oui, il serait effectivement problématique. Et qu'en fait, la seule raison pour laquelle on dit que c'est pas problématique en France, et c'est logique en fait, on est là depuis maintenant des générations, on fait des enfants, et donc on est de plus en plus nombreux en France. Par contre, il est effectivement faux de penser que malgré notre augmentation, on est en train de grand remplacer la France. Parce que si on compare aux populations, on va dire souchiennes, ou même qui sont d'origine européenne, on est très minoritaire, et on n'a qu'à voir par exemple le nombre de musulmans en France. C'est aux alentours de 6 millions. 6 millions sur une population de 74 millions, vous êtes d'accord qu'il y a encore du temps avant qu'on soit majoritaire. Et de même, l'argument... C'est un dernier point, ça n'a pas trop à voir avec ça, mais j'ai envie de l'inclure dedans parce que j'ai l'impression que ça va ensemble, c'est les complotistes. Moi j'ai l'impression, je suppose que les complotistes, c'est un truc de gauchiste en fait. J'ai l'impression que c'est un truc de gauchiste parce que c'est un truc que je vois souvent en fait. Les complotistes qui te sortent des théories mais vraiment spéciales. Là, le complotiste américain dernière fois qui m'a dit que l'information elle est contrôlée par Donald Trump dans un but raciste. En fait voilà, ça part tout le temps dans des théories bizarres. Moi j'ai un ami, donc l'un de ces gauchistes, une fois qui m'a dit, tu vois on parlait de l'album de Freeze Corleone, un super rappeur, je kiffe beaucoup ce rappeur. Lui c'est un super complotiste, c'est juste ça le truc sur lequel je suis pas en accord, mais à part ça il rime de fou, il est super fort. On va dire c'est tu vois l'un de mes préférés de cette génération là. On parlait de son album et il disait que oui, un moment il y a Freeze Corleone il parle du livre jaune et là
ils commencent à partir dans leur délire. Et là, je me rends compte que c'est le cerveau d'un complotiste. Donc là, il est en train de me dire que, d'après ce livre-là, qui croit, hein, qu'il y a des gens qui vivent dans la Terre, que tu vas dans le pôle Nord. Dans le pôle Nord, il y a une entrée secrète et tu rentres dans l'entrée, il y a des gens qui vivent dedans. Donc dans le centre de la Terre, il y a tout un autre univers. J'ai lu ce livre-là. J'ai lu ce livre et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, ils sont dans un monde de fous, en fait. Et pourtant, c'est eux qui disent, ah non, lui, il m'a dit, ah, je crois qu'en Dieu. Mais le livre-là qui m'a sorti, je vois que ça parle de... Il y a des... Comment on appelle ça? Des léprechauns, des fées, des je ne sais pas quoi, des... Tu vois, c'est le Seigneur des Anneaux. En fait, c'est le Seigneur des Anneaux en livre. Mais raconté comme si c'était quelque chose de vrai. Raconter quelque chose, comme si c'était un truc que le monde veut nous cacher et c'est un truc de complotiste. Et en fait, c'est pour ça que je voulais ajouter ce point-là, parce que je pense que les complotistes, c'est un truc de gauchiste. Cet ami-là, par exemple, va savoir pourquoi. En fait, il regarde que des trucs de complotistes. Hein. Et va savoir pourquoi. Ça fait 4 fois qu'il me pose tout le temps la même question. À chaque fois que je le vois, là, si je le vois, il va me reposer encore la même question. Il va me demander, est-ce que tu crois que l'homme il est parti sur la Lune? Donc en fait, eux, je sais pas pourquoi ils pensent, ils font des fixettes sur des questions comme ça. Ils pensent que si tu dis oui, ah ben voilà, j'ai tout compris, ah non, t'as pas... Tu vois, ils pensent qu'ils vont faire des conclusions de la personne par rapport à cette réponse, en fait, tu vois. Moi, perso, c'est que je m'en bats les couilles, en fait. Donc que ce soit oui ou non, je m'en bats les couilles. Donc il n'y a même pas de oui ou non, tu ne peux même pas faire d'avis avec ça. Mais voilà, les complotistes, je pense que c'est vraiment un truc qui va avec la gauche. Est-ce que je me trompe là-dessus ou pas? Comme mon pote, quand je lui parlais de cette histoire-là, de la mentalité des Français, des gauchistes et des droitards. Et lui, en fait, il voulait absolument me dire que ce que je dis, c'est en rapport avec l'affaire Epstein. Donc en fait, ils veulent tout ramener aux histoires de complotistes. Pour eux, c'est les complotistes en fait. Donc je suis en train de lui parler de cette mentalité, de ce que je suis en train de parler dans la vidéo. Et lui, il veut à tout prix me dire non, ce que tu dis, ça n'a rien à voir avec ce que... Tu sais pas de quoi tu parles. Parce que c'est Epstein qui contrôle tout. Je dis que les gens ils n'ont rien compris quand ils parlent de politique. Maintenant, j'ai dit qu'il faut s'intéresser à ce qu'il y a au-dessus, donc la géopolitique. Et pour ça, j'ai parlé des trucs d'Epstein. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu vois que ces gens-là, ils sont liés d'une manière ou d'une autre. Quand les gens, à la base, ils parlent de franc-maçonnerie et tout ça, et que des gens comme toi sont capables de dire « Ouais, mais ça, c'est des balivéens, c'est nanana », là, dans ces dossiers-là, il y a 3 millions de dossiers qui sont sortis. Ça... Ce que j'ai à dire sur la France, moi, il y a juste un truc qui me gêne en France, mais c'est tout le système qui est comme ça, en fait. Je vais rebondir sur mes 2 potes gauchistes avec qui je me suis pris la tête pendant pendant le dîner là, pour rebondir sur un autre truc. Parce que ces 2 personnes, ils se ressemblent beaucoup sur beaucoup de choses. Je les ai entendus dire ça peut-être 3 fois, pour 3 boulots différents. Donc quand ils se font virer de leur travail, ils portent plainte contre leur patron. Moi ça, c'est le truc sur lequel je veux rebondir après. Parce que ça, je trouve que c'est un truc de ouf. Et c'est le truc que je trouve pourri avec la France en fait. Ça fait partie de cette histoire de CDI, CDD. CDI, CDD, donc c'est-à-dire, tant que tu n'as pas de CDI, tu ne peux pas commencer ta vie, tu ne peux pas avoir de famille parce qu'il n'y a aucune femme qui voudra de toi si tu n'as pas de voiture, tu n'as pas d'appartement, rien du tout. Donc tu es au point zéro si tu n'as pas de CDI. Et donc CDI, après, tu es rattaché à ton patron. Plus vous travaillez longtemps ensemble, plus ça va être difficile de te virer parce que quand il faudra qu'il te vire, il faudra qu'il te paye des grosses indemnités. Et toi, qui es en CDI là-bas, tu n'as pas envie d'être viré parce que tu n'as pas envie de quitter le boulot parce que si tu le quittes de toi-même, tu n'auras pas tes assédiques. Donc du coup, ça crée des situations où le patron, il est prisonnier de son employé et l'employé, il est prisonnier de son patron. Et en plus de ça, moi je ne connais pas leurs histoires, c'est des prud'hommes et tout, je ne calcule même pas ces trucs-là. Donc je ne sais pas comment ils arrivent à arriver à ces choses-là. Mais en tout cas, je sais qu'en France, ça facilite ce système où des gens, donc tu vas avoir des employés pendant des années. Un jour, tu vas vouloir les virer et ils vont se retourner contre toi, ils vont porter plainte contre toi. Là maintenant tu risques de fermer ta boîte, tu vas devoir payer des indemnités, des je sais pas quoi, parce qu'il y a un gars, maintenant il est ingrat avec toi. Parce qu'il s'en bat les couilles de ta vie,
de tes enfants, de je sais pas quoi. Lui, il est fâché parce que tu veux plus lui dans son travail. Et ça, c'est un truc qui arrive en France. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. T'as vu? Moi, je préférerais, tu me vires, tu m'aimes pas, tu me vires, fin. Et je trouve un autre travail facilement. Tu vois, c'est comme ça que c'est en Angleterre. Et eux, en fait, en France, ils pensent que c'est la sécurité, en fait, ce truc-là. Cet emprisonnement, ils appellent ça de la sécurité. C'est pas de la sécurité. Si tu peux pas trouver un travail à côté parce que tout le monde a peur de t'employer à cause de ça, c'est pas de la sécurité. Ça rend la vie super compliquée. C'est très difficile de trouver un emploi, un truc de fou. Moi, la dernière fois que j'ai trouvé un emploi, j'ai envoyé des CV du matin au soir. Donc, c'est-à-dire 8 heures. Pendant 8 heures par jour, pendant 3 semaines pour trouver un CV. Donc, j'ai envoyé plus de 300 CV pour trouver un travail. Ça, c'est en Angleterre, en France. En Angleterre, tu trouves en 2 jours. En 2 jours, tu trouves un travail. Tu poses des CV, tac, 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 c'est fini. Et eux, ils appellent ça la sécurité. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à faire des bons cauchemars pour ce soir. Donc là, voilà. Là, c'est Freddy Krueger en Afrique qui a sorti les griffes africaines. Et à bientôt. Moi, je t'ai posé la question après, c'est quoi ton opinion en conclusion? Je t'ai posé la question, j'étais prêt à écouter. D'accord? Maintenant, Maïwa n'était pas prêt à écouter, il s'est barré. Et moi-même, frère. Je t'ai pas dit de pas être toi-même. Je te demande, est-ce que c'est pas ton comportement qui provoque cette réaction-là? Non. Non, c'est ce que je dis. C'est ce qui sort de ma bouche. Parce qu'à aucun moment je suis agressif. Non, c'est pas le comportement, ouais, c'est le discours. C'est le discours. C'est ce que je dis. Donc c'est pour ça que moi ici, je voulais m'appeler Freddy Krueger. Même sur mes réseaux sociaux, je voulais écrire Freddy Krueger. Je te mens pas. Parce que j'ai remarqué, les Français, si moi je parle, aucun Français n'a l'oreille pour écouter ce que j'ai à dire. Aucun Français n'aura l'oreille. Aucun. Franchement, niveau qualité de service, je suis tellement satisfait. Tellement, en fait, ça me fait l'opposé que ça me faisait au Congo. Au Congo, ça me faisait froncer les sourcils. Ici, ça me fait sourire. De tout le temps, de remarquer des nouveaux tics, des nouveaux trucs qui montrent à quel point ils sont polis, à quel point ils sont focus, ordonnés. Niveau qualité de service ici, là, vraiment, je suis très satisfait. Très satisfait. Les gens, comment ils sont polis et tout, vraiment, rien à dire. Tu vois, même les vieilles mamans qui vendent des fruits, je vois que ça répond de manière carrée, tout ça, c'est rapide. C'est concentré sur toi, concentré sur le client. Non, vraiment, là, top. Super top. En fait, là, je monte tout le temps en grade. Donc, c'est-à-dire, la Thaïlande, là, c'était mon pays préféré. Là, celui-là, là, j'ai l'impression que ça devient mon pays. Ça y est, ça devient mon pays préféré, là. En fait, pourquoi ça me fait tout le temps sourire ici? C'est parce que j'ai l'impression que, où que j'aille, quel que soit le commerce, que ce soit un petit commerce, un grand restaurant, un petit restaurant, un bar ou quoi que ce soit, j'ai toujours l'impression qu'on me donne le service 5 étoiles.